Julien Perrault et Bernard Creta, bonjour. Bonjour. L'un grand spécialiste de la nature, l'autre sociologue ayant beaucoup écrit sur l'image de la Suisse, sur ses traditions. La conférence de Paris en décembre, tout le monde parle du changement du climat, mais de plus en plus du climat tel qu'il change vraiment chez nous, tout près de chez nous, la nature autour de nous. Vous sentez ça, Julien Perrault? C'est clair. Regardez cette année, au printemps, on a nos lacs qui débordent. Hein. En été, on vit une canicule sans précédent. On a les montagnes comme le Mont Blanc qui vivent des curieux éboulements. Si vous prenez un seul de ces événements isolément, c'est tout à fait normal. Mais la conjonction de tout ce qui est en train de se passer est tout à fait significative. On est maintenant dans le réchauffement. Les chaleurs de cet été, on sait bien qu'une chaleur n'est pas forcément révélatrice, mais les chaleurs de cet été, ça a frappé les gens, par exemple. Hein. Ben oui. Alors, de nouveau, une canicule isolée, un événement comme ça, accidentel, ça arrive certainement régulièrement. Uh-huh. Mais là, voilà, dans les 10 dernières années, on a eu les 5 années les plus chaudes des 100 dernières années. Enfin, il y a vraiment une élévation globale des températures, et pas seulement en Suisse, dans le monde entier. Bernard Creta, vous avez toujours eu sur l'écologie un regard assez prudent, même sceptique, parfois critique, on peut dire ça? Mais moi, je suis enfant des montagnes, hein, et donc je suis né dans le conditionnement de mon environnement. Et il faut bien voir la période, c'est-à-dire que j'ai vécu comme enfant une période où, au fond, venu de la ville, parce que c'est quand même, la montagne, c'est ce pouvoir de la ville sur la montagne, j'ai vu tout ce qu'il fallait moderniser, tout ce qu'il fallait moderniser, hein, donc dans tous les domaines. Et puis un jour, les enfants de ceux qui nous avaient dit de tout moderniser, de bétonner, de faire des fosses à purin, de tout protéger, nous disaient au fond, maintenant il faut faire exactement le mouvement en sens inverse. L'exemple pour moi, c'est Zinal et les grenouilles. Hein. Quand j'étais petit, les grenouilles, pour nous, c'était des marais qu'il fallait assécher. On nous a appris à assécher, hein, parce qu'il fallait que... Puis si les vaches allaient dedans, tant mieux. Et aujourd'hui, j'assiste à un film où, au fond, on montre la salope au milieu des grenouilles, c'est une vache d'airain. Et au fond, on est en train de négocier la protection des grenouilles, hein, contre la construction de certaines remontées. Alors Bernard Creta, venant de là, on reparlera de ces positions, on reparlera de toute cette histoire qui s'est faite, mais venant de là, quand même, est-ce que vous aujourd'hui, vous aussi, vous dites, tiens, quand même, la nature est en train de changer de manière inquiétante? Absolument, c'est-à-dire qu'on le voit de nos yeux. Ouais. Encore que, juste une chose, sur la canicule, comme ayant été fils de paysan, il y avait des étés très chauds, très secs, et ça, c'est pas pour moi le phénomène dominant. Moi, je m'interroge beaucoup, comme sociologue, sur cette espèce de discours, presque de religion omniprésente aujourd'hui, d'Obama au pape, à Paris, etc., sur le changement climatique. Alors, je fais confiance aux scientifiques pour me dire, c'est des savants, ils le savent. Puis, en même temps, je m'interroge sur... ce qu'il peut y avoir comme utilisation hypocrite de ce discours. La mode, l'effet de mode, alors ça c'est une pierre dans votre jardin, évidemment, ça, il y a toujours eu des modes écologiques, là on est en plein dedans, il y a quelque chose de ça? C'est clair. Après, dans certains domaines, c'est heureux qu'il y ait des modes qui arrivent, elles arrivent un peu, elles mettent du temps à se traduire en actes quand même. Moi je pense que le réchauffement climatique, c'est un problème de plus que l'expansion de l'humanité pose aujourd'hui à la planète et à la diversité de la vie sur Terre. Donc on doit y répondre, on a une responsabilité pour nos enfants bien sûr, mais aussi aujourd'hui pour nous, parce que ça change vite. Et il est heureux qu'Obama s'en soit rendu compte. J'espère qu'il arrivera vraiment à faire quelque chose, hein, parce que il n'est pas tout seul. Vous avez la liste, hein. Il y a Obama, il y a le pape François. Oui, il y a une conjonction de choses. En Chine, on n'a jamais non plus fait autant de choses maintenant pour essayer de moins polluer ou de croître de manière plus propre. Donc peut-être que ça va donner quelque chose à Paris. Moi, je fais partie des grands. J'étais déçu par toutes ces grandes conférences internationales. Quand il y a eu Copenhague il y a quelques années, j'avais, comme beaucoup de gens, des grands espoirs. Le soufflet chaque fois est retombé. Et chaque fois, on se rend compte que finalement, ce qui prime, c'est le souci qu'on peut avoir de quelques points d'augmentation du produit national brut, et que
on a de la peine à voir un petit peu plus loin que la prochaine crise économique, que les prochaines élections, et à se rendre compte que ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est la qualité de vie sur notre planète. Julien Perrault, avec vous, ramenons vraiment à ce qui nous entoure. On parle d'Obama, du pape, etc. Votre force, c'est vraiment de parler de la nature à notre porte. Oui. Et elle change. Alors, vous avez des exemples très concrets. Vous avez une photo, par exemple, de la chouette chevêche. Oui, alors chouette chevêche, c'était juste un exemple pour dire que justement, il y a la mode du réchauffement, mais il ne faut pas que ça occulte tout le reste. Et en fait, aujourd'hui, en 2015, je pense que ce qui a le plus détruit d'espèces vivantes en Suisse, on a un état de la biodiversité dans notre pays qui est catastrophique, ça a été rappelé ce printemps par toute la communauté scientifique. Le plus gros problème, c'est quand même l'évolution du paysage, indépendamment de celle du climat, qui fait qu'en 40 ans, on a énormément urbanisé. Alors, il fallait peut-être qu'on modernise, c'est juste. Les pratiques agricoles, vous le savez aussi bien que moi, ont changé de manière très, très forte, encore plus en plaine qu'en montagne. On a mécanisé, on a eu recours à un plus gros arsenal de produits chimiques. Et le résultat de tout cela, c'est que toute la faune et toute la flore traditionnelle des paysages agricoles dans le temps cet oiseau, par exemple, là, on peut le regarder. Tout à l'heure, Bernard Crétin s'intéressait de près. Il disait quelle taille oui, ça a. Alors la chevêche, j'ai choisi... C'est comme ça, une chouette chevêche. Voilà. On en voyait énormément. Alors, j'ai choisi cet exemple. C'est un oiseau magnifique. Et je discutais l'autre jour avec un vieil ornithologue qui habitait dans la Broye et qui me racontait qu'il y a 40 ans, il allait baguer. Il faisait le tour des nids de chouettes chevêches autour de son village. Et il baguait parfois 60, 80 jeunes chaque printemps. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine de couples de cet oiseau dans toute la Suisse. Les écrevisses, certaines espèces de rivières, la faune, la flore, il y a vraiment une révolution. Il y a un gros problème et je dirais que le réchauffement climatique rajoute une couche supplémentaire. Pour moi, c'est même pas forcément si vous voulez, on est déjà maintenant dans une situation qui est grave et on rajoute une couche de plus. Et en particulier en montagne, ça va poser un certain nombre de gros problèmes. Il y a des études qui ont été menées à l'Université de Lausanne qui suggèrent que plus de la moitié des espèces de plantes des Alpes en Suisse vont être menacées parce que le climat change, les plantes devraient changer d'altitude. Mais le problème, c'est qu'elle devrait aller très, très, très vite. Parce que le changement qui est en cours là se produit 10 à 50 fois plus vite qu'un changement climatique comme la Terre en a connu jusqu'ici. Les gens qui ont un jardin disent ça. Il y a des espèces qui arrivent ou qui se développent beaucoup plus vite. Il y a des figuiers qui poussent plus vite qu'ils ne poussaient dans le passé, etc. Oui. Ça se voit. Vous avez maintenant des palmiers qui commencent à proliférer dans les forêts du Tessin. Vous avez les pins sylvestres en Valais qui dépérissent parce qu'il commence à faire trop chaud et trop sec. Ça se désoccidentalise. Le hêtre, vous me disiez, par exemple, qui est l'arbre historique, a tendance à perdre du terrain. Oui, alors il y a déjà des soucis maintenant dans le sud de la France et effectivement, les forestiers sont inquiets par rapport à cet arbre qui est l'arbre dominant de nos forêts de plaine et qui a besoin quand même d'été pas trop chaud, pas trop sec et on pronostique qu'il va y avoir des gros soucis. Il faut juste vous rendre compte, si on imagine une augmentation de la température de la Terre, disons de 2-3 degrés, en Suisse, ça peut représenter le double. Parce qu'on est vraiment dans une partie océanique, on est loin des océans. Et si vous imaginez, soyons optimistes, disons qu'on augmente la température sur Terre que de 2 degrés, dites que 4 degrés en Suisse, vous vous retrouvez avec le climat de Bordeaux. Donc c'est un très gros changement. Bernard Crétin, quand vous entendez tout ça, est-ce que vous faites un mea culpa? Est-ce que vous vous dites, parce que vous avez tapé dur sur les gars. Alors il y a une émission célèbre, c'était ici au journal, vous étiez face à Franz Weber. Où j'ai été profondément mauvais, je tiens à le dire, et je l'ai dit ensuite à tous les étudiants que j'avais, ne soyez pas mauvais comme moi, j'étais plutôt bon, mais là j'ai été profondément mauvais, je me suis laissé emporter, etc. C'était un affrontement, vous dites mauvais, tout le monde ne pense pas ça, vous étiez en tout cas très efficace, il s'était passé quelque chose de très dur entre vous et Franz Weber. Très dur et... En Valais, on vous approuvait. En Valais, on m'approuvait. Dans le train, à partir de Lausanne, on commençait à m'injurier. J'ai jamais été autant injurié à cause de vous. Et au fond, voilà, c'était comme ça. Je le redis, je demande pardon parce que je suis un chrétien formé à la culpabilité. J'ai été mauvais, ne le soyez pas. Mais ce que je voudrais dire, moi, à mon voisin, c'est ceci. Je voudrais vous dire mon admiration. Et le souhait que vous ne changiez pas, si faire se peut, c'est-à-dire que vous ne vous politisiez pas. Je m'explique. Moi, je suis né dans un climat de montagne profondément anti-écolo primaire. J'ai changé. J'ai complètement changé. J'ai fait un peu la médiation entre les deux, et au fond, j'essaye toujours de tenir cette place entre le monde montagnard et le monde écologique.
votre place à vous, elle est exceptionnelle. Je vous rends hommage sans réserve. Pourquoi? Parce que vous avez réussi quelque chose qui est inouï. Moi, je viens de la Terre. Nous étions des gens de la Terre. Nous, on a été formés à ce que le monde qui nous environnait, c'était la terre nourricière qui devait produire. Ouais. Vous, vous êtes arrivés, sans dogmatisme aucun, à nous faire aimer la nature. Vous comprenez ça? J'ai écrit un chapitre que je pourrais vous consacrer après vous avoir entendu pour la génération qui vient avec moi, le passage de la terre à la nature. Ça a été une révolution des yeux et intérieurs énorme. Il y a en montagne, vous devez le savoir, une génération qui, à la fois, reste profondément anti-association écolo et qui, en même temps, est pro-nature, si vous voyez ce que je veux dire. On vous doit ça. C'est-à-dire, quel éloge, hein, Julien Perrault. Vous recevez tous les éloges, ça vous vient comme ça. Néo-environnementalisme anivia, montagnard, chez des gens qui sont très anti-écolo, parce que vous avez réussi, vous et d'autres, à leur dire, mais regardez d'abord la nature, sans dogme, sans politique. Et mon souhait, ça c'est votre vocation devant le Seigneur, gardez-la. Alors, votre histoire, Julien Perrault, racontons-la avec quelques images. Une peut-être qui rappelle d'abord que vous étiez un petit gosse assez étonnant. Certains ont dit Mozart de la nature, etc. C'est vrai vous avez une histoire hors norme, quoi. Il y a une photo, je crois que vous avez quel âge sur cette photo-là? J'avais 12 ans, c'était une de mes premières émissions de télévision. C'est la mode des lunettes pilotes. Et si on regarde bien, là, vous êtes dans votre chambre, visiblement. Oui, absolument. Il y a déjà des photos, des reproductions. Ah oui, ma chambre était un véritable musée avec des aquariums, des collections de plumes, des crânes d'animaux et tout ce que vous voulez, bien sûr. La passion est née comment, la première passion? La passion est née, et c'est toujours mon message aujourd'hui, je pense que c'est ce qui vous a touché, Monsieur Créta, en fait, c'est la beauté du monde, tout simplement, d'aller se promener dans la forêt, au bord des rivières, une salamandre, hein, cet animal-là en particulier. Ouais, et un jour, dans la forêt, enfin un soir, avec mes petites bottes en plastique et ma lampe de poche, à 11 ans, je cherche comme ça et je tombe sur une espèce de dinosaure miniature en plastique. Sauf que ce dinosaure miniature, il bougeait, fort heureusement, il n'était pas vraiment en plastique, c'était une salamandre. Et ça m'a beaucoup, ça m'a énormément émerveillé. Et puis, quelques temps plus tard, j'avais fait ce qu'on ne doit pas faire. J'avais pris 2 de ces salamandres à la maison dans un terrarium. Et un matin, en partant à l'école, j'ai vu naître des bébés salamandres. Et j'ai vraiment été confronté là au grand miracle de la vie. J'ai vécu un moment incroyable. Et vous voyez, je ne m'en suis jamais remis. Alors, vous en avez fait une revue. Le premier numéro, il faut regarder, ça paraît déjà de l'histoire ancienne. C'est presque les samizdates. Hein. Alors, on tapait encore à la machine, on photocopiait. Donc, ça a commencé en 1983. C'était quelques exemplaires, tapés à la machine à écrire. Plein de fautes d'orthographe, évidemment, avec des petits dessins. Et voilà. Vous en avez fait un succès suisse roman. D'ailleurs, vous pouvez annoncer que vous allez encore le développer. C'est-à-dire pour les jeunes lecteurs, vous allez faire quelque chose. Effectivement. Donc, en plus de la Salamandre, qui compte aujourd'hui presque 30 000 abonnés, en Suisse romande et en France, il y a une grande nouveauté cette fin d'été, c'est qu'on lance la petite salamandre pour les enfants de 4 à 7 ans et la salamandre junior pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc il y a maintenant une gamme complète de magnifiques magazines sans publicité pour tous les curieux de nature. Combien d'abonnés? En tout, salamandre, il y en a à peu près 30 000. Et puis, petite salamandre et salamandre junior, on espère, grâce à vous, en avoir beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, ça s'obtient notamment sur Internet, sur votre site. Il y a un phénomène vraiment de passion pour la faune locale. Avant, on trouvait ça un petit peu vulgaire. Hein. Les gens se passionnaient pour les choses très lointaines, etc., les pôles. Ça, c'est un phénomène qui vous fascine? Absolument. Mais je voudrais juste dire une chose à mon voisin. Hein. La salamandre, pour moi, quand je vous ai écouté sur la salamandre, c'était d'abord un des films politiques les plus prodigieux que j'ai eus. 7 années après Charles mort ou vif de ma génération, et c'est La Salamandre. Et La Salamandre était un film profondément engagé. Et sans arrêt, je me disais, mais ce type qui est en train de nous faire admirer La Salamandre, est-ce qu'il sait que La Salamandre, c'est un des films les plus politiques de ma génération? Alors, nous, si vous voulez, moi, dans mon éducation, j'ai appris à dénicher les oiseaux, j'ai appris à tuer les chats, j'ai appris tout ça. Et puis, il y avait des emmerdeurs qui étaient les écologistes qui venaient comme ça nous faire la leçon. Il a fallu une révolution intérieure prodigieuse pour faire 2 choses. D'une part, vous rappeler à vous et aux associations écologiques que dans les communautés rurales de montagne, qui est mon terrain principal de recherche,
Moi, je dis souvent, il y a 2000 ans d'écologie. Il y avait le sentiment profond de cette circularité homme-terre-bête et qu'il fallait consommer ce qu'on pouvait produire. Souvent, vos collègues ignorent ça. Bernard Creta, pardon, ça vous a énervé un temps, ces gens des villes ou qui venaient vous donner des leçons? Ah oui, c'est-à-dire qu'au fond, souvent, leurs parents avaient été des investisseurs du développement. Ah. Et on se disait, ces enfants et petits-enfants, c'est les enfants gâtés de la ville qui viennent, après que leurs parents aient développé ou surdéveloppé, construit des résidences secondaires, qui viennent nous dire qu'il ne faut plus construire du tout des résidences secondaires. Un peu facile, hein, oui. Non, c'est pas facile. Mais en même temps, lentement, la révolution crétasienne intérieure s'est faite. Et je me suis dit, il faut quand même les écouter, les lire, les voir. Alors, Bernard Creta pose ses tripes sur la table. Hein. C'est un tonton flingueur. Vous avez l'air si gentil par rapport. Est-ce que vous l'êtes vraiment? Ah oui, il est gentil, lui. Ah, vous avez l'air gentil. Est-ce que vous l'êtes l'êtes vraiment? gentil ou un vrai gentil? Il y a une colère écologiste. Moi, j'ai de la colère, je vais vous dire. Je ne comprends pas pourquoi ces enjeux qui me paraissent tellement fondamentaux ne sont pas plus pris en compte. C'est pourquoi toutes ces conférences, il y en a eu quand même pas mal, ces conférences sur le climat, il y en a eu pas mal, des conférences sur la biodiversité, il y a eu des conventions internationales. Ce n'est pas à la une des journaux tous les jours. C'est pratiquement pas suivi d'effets concrets sur le terrain. On continue à bousiller notre planète à grande vitesse. On le fait aussi en Suisse. Donc moi, ça me Qu'est-ce qui ça vous me énerve, révolte. par exemple? Il vous arrive de dire salaud? On a eu Moi, ce qui m'énerve, je vais vous dire, on a eu l'exemple récent du chasseur qui a tué le lion. Il y a un une espèce crétin, de haine, c'est un hein. illustre crétin. Ouais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que je trouve sidérant, c'est qu'on va avoir quand même des élections importantes dans ce pays dans quelques mois. Et j'ai l'impression que c'est absolument pas du tout un sujet à débattre. Ouais. Donc les hommes politiques s'en foutent. Et ben ça me donne beaucoup de colère. Oui, moi, je voudrais quand même dire... Parce qu'ils ont des enfants, je veux dire, ils oui. ont des enfants, ils sont quand même contents de bénéficier d'oxygène, de boire de l'eau propre, de voir de temps en temps un papillon qui passe, ces gens-là. Alors, ils peuvent peut-être juste penser un tout petit peu plus loin. Et j'espère si le sociologue ose vous dire quelque chose ici, il faut faire très attention à cette espèce de nouvelle religion mondiale, d'Obama au pape, à tout le monde, autour du réchauffement climatique. Mon sentiment, c'est que à la fois c'est vrai et à la fois c'est une vaste manipulation. Il manque des causes, il n'y a plus de causes, il y a plein d'éléments intérieurs au pays, l'augmentation de la pauvreté, un nouveau capitalisme sauvage, et au fond, le changement climatique devient par moments, tout en étant sur des problèmes vrais, la tarte à la crème de tout le monde. je suis Et il d'accord. ne faut pas vous laisser Une sorte de avoir religion à cette néant, hein. tarte à la crème dont on commence à en avoir ras-le-bol. Je suis d'accord, mais en attendant, il y a quand même une réaction qu'il faut avoir, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation légèrement invivable. Et également, ce que j'aimerais rajouter, c'est ce que je vous disais avant, c'est que pour moi, le réchauffement climatique, par rapport à l'état désastreux de notre environnement, c'est la couche de plus, c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. Mais avec tout ça, il faut aussi qu'on réfléchisse à l'utilisation de notre espace, à l'évolution de l'agriculture, à plein d'autres aspects dont il faut tenir compte pour qu'on continue à avoir une Julien nature Perrault vivable. et Bernard Creta, la Suisse, dans tout ça, les deux purs produits suisses. Alors, un, très valaisan, on en reparlera tout à l'heure, les 200 ans du Valais dans la Suisse. L'autre, Val d'Eau, Neuchâtelois. Oh, Suisse romand, oui, j'habite à Aubonne, Neuchâtel, oui. la région de l'Aubonne, là, quand on parlait vraiment de C'est là que ça a commencé, local, oui. tout a pas commencé là, Oui. la rivière l'Aubonne. Absolument. Et l'image de la Suisse, on en a parlé récemment, dans cette grande religion de la nature, elle a une image de toute éternité, de pays, de la propreté, Alors moi, je trouve etc. ça magnifiquement paradoxal, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'image, peut-être ce que viennent chercher beaucoup de touristes en Suisse, du magnifique pays tout vert, tout joli, avec ses belles montagnes et le Cervin au milieu. Uh-huh. Et en fait, justement, de nouveau, la Suisse, par rapport à d'autres pays autour de nous, a longtemps été sur certains points en avance par rapport à la protection de l'environnement, la qualité des eaux, etc. Et aujourd'hui, par rapport à la protection de la biodiversité, on est en retard. Et en fait, il y a un décalage entre ce que les touristes et ce que nous aussi, probablement, on imagine de notre pays comme un espèce de paradis de la nature,
et la réalité des faits avec une proportion de plantes et d'animaux menacés de disparition qui devient extrêmement élevée. Vous C'est très entendez ça, bizarre. Bernard Creda? J'entends ça, mais alors là, on entre dans les réalités du terrain, n'est-ce pas? On ne peut pas, aujourd'hui, comme beaucoup le font, il y a un mythe, ce que j'appelle, moi, le mythe du réensauvagement de la montagne. Il y a autour des Alpes, réserve de la biodiversité en Europe, il y a beaucoup de discours et de blagues qui se disent. J'étais même dernièrement chez des scientifiques, ils ont fordé le mot pour la Suisse et les Alpes d'iglouisation. Nous serions comme ça, il faut rompre ça. L'Office fédéral de l'environnement m'avait posé une question. Est-ce que c'est pas bien le développement des populations de montagne pour garder la biodiversité? Je voudrais dire ceci. La montagne, après 2 siècles de colonisation urbaine, est un bijou technologiquement suréquipé. Et ma position, qui ne plaît à personne, est la suivante. Le paysage suisse est en grande partie un Disneyland grandeur nature. Ouais. Alors, moi, je suis pour dire, aujourd'hui, et je l'ai écrit, je m'engage, il faut un Disneyland rose du développement, un meilleur développement, comme au Club Med que vous devez détester. Allez, hop, on fait du bon développement. Et puis à côté, il faut le Disneyland vert de l'environnement. Je signale que vos collègues, par exemple en Valais, ont un langage nouveau, ils parlent de produits, voyez. Mettez-vous pas trop au produit, c'est le mot fétiche. Il faut vendre un produit. La salamandre, c'est un bon produit. Moi, je préfère que ça reste. Et moi, je suis pour vous dire, il faut le Disneyland rose du développement, coexister même en conflit avec le Disneyland vert de l'environnement, mais il faut laisser des espaces dans cette montagne salamandre et qui change sans arrêt. Il faut laisser des espaces pour retrouver des valeurs fondamentales. Avec le retour et le réchauffement climatique, c'est le retour à la fois la prise de conscience de la catastrophe. Nous l'avions oublié, la catastrophe, elle est là. C'est le retour, je ne rentrerai pas dans mon thème préféré, de la mort en montagne. C'est la perspective que les montagnes, ça a eu un début et une fin. Il y a là toute une série de thèmes que vos associations n'aiment pas beaucoup, que les milieux du développement, la catastrophe, la mort et la fin des Alpes. Ça doit changer notre vision du monde. Julien Perrault et Bernard Creda, quelques mots personnels pour aller à la conclusion. D'abord sur la beauté de la nature proche de nous, quels conseils vous donnez? Où est-ce que vous, quand vous allez vraiment, vous avez ce culte-là, vous dites qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, où est-ce qu'on va pour avoir cette émotion qui vous a vraiment fondé? Mais je pense qu'on peut l'avoir n'importe où, on peut même l'avoir en pleine ville. La question, c'est le regard. Il faut un petit peu se déconnecter, respirer. Et je pense que la contemplation de la nature, justement dans cette époque très anxiogène, très stressante, où on a peur à nouveau de la catastrophe, comme vous le disiez, et ben dans cette période, en tout cas moi, ma thérapie, c'est d'aller dans la nature, de l'observer. Et comme ça, je reste connecté au rythme du jour, de la nuit, des saisons, de la vie. Et ça me fait du bien. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Il y a des écolos comme Philippe Roch qui ont beaucoup écrit sur le fait, par exemple, de parler aux arbres, d'embrasser les arbres. Vous faites ce genre de choses? Ça m'est arrivé quelquefois, oui. Ça m'est arrivé. Faire attention. Là. Ça m'est arrivé. Si. Restons... il y a quand même une mythologie un petit peu suspecte, avec un orientalisme. Si on aime la nature, on reste les pieds dans le sol, vous le savez, vous mieux que personne. J'aime la nature, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut la déguster par les yeux, on peut la déguster avec les oreilles, mais on peut aussi la toucher, par exemple. Mais tout à fait. Et que par exemple, de se mettre contre un magnifique chêne ou un magnifique mélèze, et de sentir son odeur, et de toucher son écorce, et de prendre conscience du fait qu'il est là depuis peut-être 600 ou 700 ans, et ben, je trouve que ça peut être une communion magnifique. Bravo, voilà. Mais de là à dire... Vous ne parlez pas aux arbres, vous, Bernard. J'ai pas dit que je leur parlais, Non, mais que la substance philosophico-symbolique du mélèze pénètre en moi, le crétin paysan, il dit halte à la superstition. Vraiment, ça, non. Et je pourrais citer tout le retour des médecines naturelles, d'un gros tas de choses comme ça qui, pour moi, sont proches de la fumisterie.
et je voudrais le dire avec force. Vous avez eu parlé de vos émotions dans la nature, Julien Perrault. J'ai retrouvé dans vos interviews, vous en avez donné des milliers. Les premières amours, vous dites, premier baiser dans un parc ensoleillé à Dresde, Oh mon Dieu, dans j'ai une trouvé Allemagne ça. réunifiée. Oui, c'était en 1991. 89 du coup. 91, oui, 2 ans après, j'ai mis un peu de temps. D'accord, mais vous étiez tardif. Voilà, exactement. Vos premiers émois dans la nature, c'était quand, Bernard Creta? Mais ça a été pour le jeune paysan que j'étais, mais ça c'était la terre. Et puis un jour, dans la distance, et il m'a fallu le passage par la ville hein, pour prendre de la distance et commencer à voir autrement. Alors aujourd'hui, je suis gâté. À 2 pas de mon chalet, de temps en temps, je dois presque descendre de la voiture pour demander aux cerfs qui sont là, excusez-moi, mais est-ce que vous m'autorisez de passer? Tout proche de chez moi, à 1600 mètres, il y avait un bouquetin, invraisemblable il y a 2 ans. Et puis alors, à 2 pas, j'ai la visite permanente des chameaux et des chevreuils. Je sors et je leur hurle, mais foutez le camp, c'est pas votre endroit d'être là. Vous voyez, il y a là un émoi permanent. Et puis en même temps, une espèce de proximité, et j'aimerais bien qu'on garde cet effet de distanciation avec la nature. On ne la voit bien que si on la regarde avec un effet de distance. Et vous êtes l'homme de la distance. Sinon, le sauvage n'est plus sauvage, par Sinon, le définition. sauvage n'est plus sauvage. Ça, c'est cette phrase. D'ailleurs, moi, je pense que vous serez sanctifié laïque un jour. Non, mais c'est vrai. Je désire être avec vous et je serai là au procès de béatification. Voilà. Vous êtes l'un et l'autre très ancrés. Vous, le Val d'Anniviers, oui. Mais vous êtes allé ensuite prêcher pour donner la bonne parole partout. Vous avez beaucoup enseigné aussi à Genève, etc. Je retourne à Fribourg maintenant. Vous retournez à Fribourg. Le Valais, il faut en dire quelques mots quand même. Ce week-end, les célébrations, les 200 ans de l'entrée du Valais dans la Confédération, c'est un énorme événement. Hein. Les Valaisans le marquent beaucoup. Quel regard vous portez là-dessus? Mon sentiment, il est double. Hein. Il est à la fois, comme tout ce que fait le Valais, nous pouvons le faire que dans l'excès. Hein. Nous sommes... le milieu protestant a beaucoup de peine à comprendre ça. Tout ce que nous faisons, les autres nous appellent baroque, on le fait dans l'excès. Après l'Alex Weber et la Latte, on a dit horreur, la Suisse, elle nous a oubliés, elle nous a laissés de côté. Certains m'ont dit il faut sortir de la Suisse. Je sais pas, on aurait fait alliance avec l'Italie. Et puis tout à coup, on s'est repenti. Les gens se sont dit mais on est idiots, hein. Alors on va dans l'autre sens. Et là, on en fait, à mon avis, là on atteint le sommet du baroque valaisan les 2 jours qui viennent. On en fait trop. Horreur à la Suisse, hein. Horreur à Doris Letarte, disaient certains. Aujourd'hui, dans ces 2 jours, venez à nous, la Suisse. Vous verrez un Valais que vous n'avez jamais vu. Moi, je dis basta. Hein. Ça va bien. J'ai appris au fond qu'en deçà de cette espèce d'excès dans tous les sens du Valais, et ces 2 jours seront les 2 jours de l'excès, moi, je me dis, le vrai combat doit continuer. Mon vrai combat, moi, il est à côté de vous pour admirer. Il est aussi à côté de Marie-Thérèse Sangras, qui est menacée tous les jours. Et parfois, je ne partage pas du tout son combat. Et je suis à côté de mon ami le promoteur. Et j'ai un projet de livre qui est la fin, avant de mourir. Viens, salaud de promoteur, paye et on s'en va. Vous correspondez l'un et l'autre assez bien au cliché. Hein. Le Valaisan, évidemment, grande gueule, et puis le Vaudois, plus retenu, plus etc. Ça vous va, Julien Perrault? En tout cas, c'est très amusant de vous écouter. On pourrait. Est-ce que vous avez l'intention Il faut qu'on poursuive l'échange de faire une conversion vers le pagano-catholicisme d'où je viens, et je serai volontiers votre parrain. Méfiez-vous, Julien Perrault, si je peux me permettre. Non, je suis très touché, mais je crois pas. Je ne serai pas un saint de cette église-là. Mais vous faites bien. Julien Perrault, votre église, c'est la nature et la nature proche, on le rappelait encore tout à l'heure. On parlait des premières amours. Être enterré, ce serait où? C'est très loin pour l'un et l'autre. Dieu sait si la mort a été un thème beaucoup traité par Creta. Le plus bel endroit de Suisse, c'est où d'après vous?
Pour être enterré ou simplement Ouais. le plus bel endroit de Suisse? Les deux. Le plus bel, mais les endroits que je préfère, je vais pas vous dire parce que si tout le monde y va, ça va Ouais. pas bien se Non, mais passer. dites-nous. Allez, Non. vas-y, Quand réponds. je vais en montagne, j'aime bien être tout seul. Ouais. Mais un coin que j'aime beaucoup, et on en parlait tout à l'heure, c'est le Vallon de Réchy, pour parler du Valais. Et puis le jour où je serai enterré, je serai très partagé, parce qu'à la fois justement l'idée d'être enterré et que ma substance continue à travers d'autres petites bêtes, ça me plaît bien. Et puis en même temps, l'incinération, même si ça dégage un peu de CO2, je trouve ça plus propre, quoi. Donc Ouais. je sais pas, il faut encore que je réfléchisse. J'espère d'ailleurs que je vais y C'est réfléchir forcément encore très très longtemps. long, évidemment. Bernard Moi, Crétard. ma réponse, elle est, je m'excuse d'avance auprès de vous et auprès des téléspectateurs, mais c'est ceux que j'ai répondu pendant mes 100 et quelques cafés mortels. C'est à la grande mode aujourd'hui de se faire incinérer et de mettre les cendres, et souvent dans son jardin. Ouais. Et pour moi, l'humanité a inventé la cité des morts, c'est le cimetière et c'est bien, et la cité des vivants. Et je dis brutalement à tous ceux qui auraient l'envie, vous, de vous faire incinérer, de mettre les cendres dans votre jardin, le jour où il y aura dans le jardin papa, maman, l'oncle, la tante et vos cendres, permettez-moi l'expression brutale, on pourra plus, le dernier luxe environnemental qui nous reste, à la nuit tombée, pisser dehors. Ah. Et ça, c'est le luxe. C'est le luxe. Quand vous allez dans la nature, vous pouvez pisser dehors. Et si les cendres sont partout, hein, on va faire une fausse sacralisation et on se retiendra pour ce besoin naturel qui est notre liberté sauvage. Rejoignez-nous, que l'un et l'autre, revenez de vos cendres de la montagne, et moi j'irai aux obsèques expliquer aux gens que vous avez changé d'attitude à ce sujet. Ça vous fait du bien, Julien Perrault, d'être bousculé par... Moi j'ai dit, je vous trouve très sympathique et puis je Merci. suis content enfin qu'on se rencontre et puis je pense qu'il faut qu'on poursuive cette discussion. Vous êtes de cantons différents, vous êtes de générations différentes, vous êtes de 38. 38, je suis un vieux, Vous avez 77 ans. 77 ans. Vous, Julien Perrault, 42. 42 ans. Pour Vous être êtes- mon fils. Mais vous êtes père vous-même, Julien Perrault. Oui, j'ai 3 Alors, enfants. Dans 3 enfants, dans les lieux communs sur l'écologie, on dit toujours on va leur léguer une terre, etc. Si on met de côté le lieu commun, et on conclura là-dessus, il y a une inquiétude pour eux. Vous vous dites vraiment, on leur léguera un monde qui est difficile. En tout cas, je suis encore plus motivé à me lever tous les matins pour exercer mon métier, de faire aimer et respecter la nature depuis que je suis papa. Oui. Et maintenant que j'ai 3 enfants, je le suis 3 fois plus. Merci à l'un et à l'autre, Merci à Bernard vous. Crétard, Julien Merci, Perrault. merci, Merci beaucoup. Julien. Merci.